Merci de nous rejoindre sur Radio Mali à Bamako. Il est 13 heures. Le journal, Ibrahima Traoré. C'est 13 heures dimanche, mesdames, messieurs, à la une de cette édition, la fin de la visite d'amitié et de travail du président du Conseil souverain de la transition de la République du Soudan au Mali. Le général Abdel Fattah al-Habouran a quitté Bamako ce matin après 48 heures de visite. Après les échanges avec le chef de l'État et une entrevue élargie à une séance de travail aux deux délégations, les deux parties conviennent de créer des commissions mixtes dans différents domaines de coopération pour réchauffer l'axe Bamako-Khartoum. Dans l'actualité également, nous recevrons deux invités dans cette édition. D'abord, le directeur général des transports pour nous parler de la dégradation du réseau routier. Ce sont des camions gros porteurs hors normes ou hors gabarit qui sont pointés du doigt. Il nous parlera des mesures prises dans ce sens et nous parlera également des états généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme, les travaux qui se sont achevés avec de nombreuses recommandations. Nous ferons le point avec Dr Salia Malé, il est coordinateur des états généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme dans cette édition. À suivre toute l'actualité internationale dans ce 13h dimanche. Et puis le journal des sports, ce sera avec vous, Famourou Djourté, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors quel est le menu de cette page des sports ce dimanche? Sur le continent, l'actualité sportive est dominée par la 5e journée des compétitions interclubs de la CAF. Le Djoloba C à domicile et le Stade Malais de Bamako en déplacement joue cet après-midi. Victoire impérative pour les deux représentants maliens. Nous parlerons également de ce classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone qui se retrouvent pour la deuxième fois de la saison ce dimanche dans le cadre de la finale de la Supercoupe d'Espagne. Et on terminera bien sûr avec la Ligue 1 professionnelle du Mali. Le leader, l'US Bougouba, a chuté ce samedi à l'occasion de la 7e journée qui a pris fin avec un nouveau podium. L'actualité des sports dans une vingtaine de minutes. Ce sera avec Famourou Djourté, un rendez-vous à ne pas manquer. Puis la chronique santé s'intéresse ce dimanche à ce qu'on appelle les 4 grossesses de trop. De quoi s'agit-il? Rendez-vous en fin de journal avec Koumba Sissé dans Focus Santé. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement tout de suite. Le journal. Le président du Conseil souverain de la transition de la République du Soudan a achevé ce dimanche une visite de 48 heures à Bamako. Il a été accompagné tout à l'heure à l'aéroport international, président Modibo Keïta, par le président de la transition générale d'armée Assimi Goïta, hier au palais de Koulouba. Les deux chefs d'État ont eu un entretien en tête-à-tête, une entrevue élargie par la suite aux deux délégations. Les échanges ont notamment porté sur des questions sécuritaires et des possibilités d'une coopération régionale. Retour sur cette séance de travail avec Sira Bachili. Le Soudan au Mali, c'est l'image d'un renouveau de coopération et d'une diplomatie malienne qui se solidifie et se diversifie. Le président du Conseil de souveraineté de transition du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, vient à la rencontre du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Et quand deux généraux se retrouvent, les questions qui ressurgissent généralement sont celles sécuritaires. Le contexte oblige. Le Soudan fait face à une crise socio-politique, d'où la période de transition actuelle. Ce déplacement est celui du rappel et d'appartenance au même continent et de possibilités d'exploration pour une coopération revitalisée avec des programmes spécifiques. Les deux chefs d'État ont eu un entretien en tête-à-tête avant de rejoindre les deux délégations pour approfondir cette question de sécurité et de sollicitation du partenariat élargi. Au peuple du Mali et à son président, le chef de l'État du Soudan exprime son estime et ses reconnaissances. Général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil de souveraineté de la République du Soudan. Tout d'abord, je voudrais exprimer mes salutations, mes remerciements chaleureux à son Excellence, Monsieur le Président de la République, mon cher frère, et au peuple malien, tout d'abord pour leur soutien au Soudan et au peuple soudanais dans cette crise que nous vivons. Je viens aussi explorer les voies de coopération entre nos deux pays
qui sont énormes dans les différents domaines. Nous sommes deux pays frères qui vivons dans une région tourmentée. Nous avons des points communs, nous avons des projets, et surtout pour notre continent qui souffre beaucoup. Donc nous avons une vision pour l'Afrique, pour la sous-région. Nous avons discuté aussi de notre coopération et notre soutien mutuel au sein des organisations régionales et internationales. Nous vivons dans un monde tourmenté, donc nous avons le devoir d'être aux côtés l'un de l'autre. Nous sommes mis d'accord pour la création de commissions mixtes dans les différents domaines de coopération dont nos deux pays ont besoin. Dans la logique d'une coopération bilatérale et régionale, le Mali et le Soudan vont redéfinir les axes de ce partenariat qui se veut fructueux. Sur le plan régional, les sujets d'intérêt commun ont été largement discutés, même s'ils n'ont pas été rendus publics. En plus des questions sécuritaires, le Mali et le Soudan peuvent développer une coopération économique avec leurs ressources en or et en pétrole pour le Soudan. Les deux pays ont une convergence de vues sur l'agriculture et l'élevage, deux secteurs clés de développement. À l'issue donc des échanges maliens et soudanais ont convenu de créer des commissions mixtes dans différents domaines de coopération. Le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, s'en réjouit et magnifie une relation historique entre le Mali et le Soudan. Nous l'écoutons. Le Mali aujourd'hui et le Soudan sont deux pays en processus de transition qui font aussi face à des défis sécuritaires importants, qui sont aussi dans des régions qui font face aussi à un certain nombre de fragilités politiques et sécuritaires. Donc ça, c'est du côté vraiment des similitudes. Pour renforcer les liens diplomatiques, les liens politiques, les liens de coopération et les liens de solidarité entre nos deux pays pour faire face aux défis internes, mais à la fois aux défis au niveau de nos régions sur le plan international, comment travailler ensemble. Des actions et des initiatives majeures qui viendront vraiment renforcer le travail et les échanges économiques et humains entre les deux pays. C'était là donc Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. C'était donc à l'issue de la visite d'amitié et de travail du président du Conseil souverain de la transition de la République du Soudan qui achevait donc ce matin à Bamako une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Et nous en venons à l'invité de ce 13h dimanche. On parle d'abord de la dégradation du réseau routier. Ce sont des camions gros-porteurs hors normes ou hors gabarit qui sont pointés du doigt. Problématique au centre d'une rencontre entre le ministère en charge des transports et l'ensemble des acteurs du domaine. On en parle avec Mamadou Sou, il est directeur général des transports en direct dans ce studio. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour. Alors d'abord, les gros porteurs sont-ils les principaux responsables de la dégradation du réseau routier au Mali? Oui, en tout cas c'est ce qui a été convenu par la direction générale des routes. Parce que les gros c'est surtout des gros porteurs hors normes. C'est-à-dire que les véhicules transformés qui sont chargés, la surcharge est l'ennemi numéro 1 de la route. Parce que vous savez, nos routes sont construites avec une charge à l'essieu, qui est de 13 tonnes à l'essieu. D'accord. C'est comme si il y a des véhicules qui ont été pesés avec 22 tonnes à l'essieu, avec 25 tonnes par l'essieu. Quand ces passages-là se font de façon récurrente sur nos routes, le goudron va s'affaiblir et la première pluie va enlever la couche du déroulement et c'est des nids de poules, des ornières qui se font. Et donc, c'est seulement maintenant que vous en rendez compte? Non, pas du tout. C'est depuis la construction des routes. Dès lors qu'on construit une route qui est à l'usage, on se prépare à l'usure. C'est comme un véhicule. C'est comme un séjour de... Pourquoi agir si tard? Pourquoi nous avions commencé d'abord par les citernes. Les grosses citernes qui étaient de 55 000 litres, qui dégradaient non seulement le réseau routier national du Mali, mais qui dégradaient aussi les pays de transit. Parce que vous savez, les hydrocarbures comme les marchandises solides sont importés, ça vient par les ports. Une mission ministérielle a été dans un pays de transit pour les dire, dans le cadre de la facilitation de transport, dans le cadre des échanges, dans le cadre des accords bilatéraux entre le Mali et ces pays de transit,
d'accepter que, en tout cas jusqu'à un moment donné, que ces véhicules-là circulent sur les routes. Et qu'avez-vous convenu avec les acteurs concernés? Aujourd'hui, il n'y a plus de véhicules de 55 000 litres au Mali. D'accord. Tout a été transformé en 45 000 litres. D'accord. Aujourd'hui, nous faisons face aux véhicules de transport de marchandises qui sont hors normes. À la réunion au ministère des Transports et tout le monde a convenu qu'il faille que l'État assume cette responsabilité, que l'État aujourd'hui agisse. Et c'est pour laquelle nous avons donné un temps pour la sensibilisation jusqu'au 31 mars 2025. Au 1er avril, il n'y aura plus au Mali, en circulation, sur la route, un véhicule hors norme ou hors gabarit. Non seulement s'il est à l'extérieur, il ne sera pas chargé au port transit. Des accords ont été passés avec les autorités portières. Et quand il est au Mali, il ne pourra pas passer le poste de contrôle, le poste de péage du Mali. Mais les gros porteurs vont continuer quand même à circuler en oui, ville. Les autres gros porteurs qui ne sont pas hors normes, qui sont hors gabarit, vont continuer allègrement à aller chercher la marchandise à l'extérieur et venir et à distribuer les réseaux de domestiques de Bamako et des régions. Très bien. Et qu'est-ce qui est envisagé pour que ces gros porteurs ne circulent plus en ville? Parce que c'est pas normal quand même, monsieur le directeur. En ville, si les gros porteurs qui ne sont pas hors gabarit peuvent circuler. La maire du district a pris un arrêté qui disent que les véhicules sont de 22h à 6h du matin, ils peuvent aller. Très bien. Et quelles sont les sanctions envisagées prochainement? Pour les véhicules hors normes qui circulent, la sanction c'est quoi? C'est d'interdire leur circulation sur le réseau routier national du Mali. D'accord. Ils ne pourront pas. Donc, quand vous ne pouvez pas... Et c'est le fait à 95% des transporteurs non professionnels. C'est-à-dire que les gens sont des commerçants qui ont leur propre véhicule, qui ont leur propre flotte et qui, pour des besoins, ils pensent qu'ils font une certaine économie en transformant les véhicules et en transportant 3, 4, 5, 6 conteneurs dans un seul véhicule. Ce qui amène la surcharge par rapport à cela. Une dernière question. Vous êtes quand même directeur général des transports 2025 en termes de défis, de perspectives à votre niveau. Qu'est-ce qui est envisagé concrètement pour améliorer les transports au Mali? Quels sont vos défis et perspectives? Oui, pour 2025, nous pensons que ce premier semestre sera mis à profit par le plan de transport pour qu'enfin SICDRO puisse agir, être mis en œuvre dans toute sa plénitude. SICDRO, c'est le système centralisé d'émission de documents de transport et de services de transport qui concerne la sécurité routière, qui concerne les documents, les primes biométriques, la carte de sécurité, les cartes de transport, le contrôle technique de véhicules. Et tout cela, nous pensons qu'au premier semestre-là, les dispositions administratives et politiques seront prises pour qu'enfin, nous puissions mettre au diapason des autres pays. Un message particulier aux transporteurs? Oui, c'est vraiment de remercier les transporteurs et les chargeurs qui ont honoré l'appel du ministère des Transports et des Infrastructures à la grande rencontre, qui ont adhéré à la décision, qui disent qu'ils vont jouer pleinement aussi leur rôle afin de sensibiliser leurs pairs pour que chacun puisse se conformer aux directives de notre pays. Mamadou Sow, je rappelle que vous êtes directeur général des transports. Merci d'être passé par là. Merci. Très bon dimanche à vous. Merci. Et je me tourne vers le second invité de ce 13h dimanche, Dr Salia Malé. Il est coordinateur, lui, des États généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Eh bien, ces États généraux viennent de s'achever ici, à Bamako, hier, donc, avec de nombreuses recommandations visant à améliorer le secteur dans son ensemble. Dr Malé, bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous quelles sont les principales recommandations issues de vos États généraux. Merci de me donner l'espace de partager avec vous, avec vos auditeurs, les principales recommandations issues des États généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Il faut déjà dire d'entrée de jeu que les États généraux se sont passés sous le nom de Fukaba. Bamako Fukaba, faisant donc un écho à Kouroukan-Fouka de 1236. Qu'est-ce que ça veut dire Fukaba Fukaba, pour ceux qui savent, il s'agit d'un espace de concertation, de rencontre des acteurs du secteur, de tous les acteurs, de toutes les parties prenantes. D'accord. Et donc, les recommandations sont réparties en 7 grands axes. Il y en a eu près de 51 recommandations. Les grandes à retenir. Voilà, les grandes à retenir, c'est d'abord au titre du Maya et du Damé. Donc, il s'agit de refonder l'homme malien, de le ramener aux sources
donc de l'éducation pour construire le nouveau type du Malien nouveau et du Mali d'incroix. D'accord. Et ensuite, il s'agit pour tout le secteur de l'artisanat, de la culture et du tourisme, de mettre en place une sorte de plan Marshall qu'on va appeler Mama Dinga, et qui est un plan pour booster l'ensemble du secteur des activités et de la structuration du secteur. Pour le cinéma et l'audiovisuel, par exemple, il est pensé, à l'instar de Hollywood, à l'instar de Nollywood, de mettre en place une espèce de Mallywood, et qui va permettre également de mettre en place des images pour corriger l'histoire, enfin plutôt l'image du Mali, parce qu'on sait que l'image s'est beaucoup effritée ces derniers temps en raison de la crise. Donc il s'agit de mettre à la disposition des téléspectateurs, à la disposition du public malien, des images qui puissent permettre que le Malidé se reconnaisse en lui-même, ait confiance en lui-même pour prendre un nouveau départ. Très bien. Une panoplie de recommandations. Alors, quel mécanisme de suivi pour une bonne exécution de toutes ces recommandations? Alors, merci beaucoup. Il y a eu près de 16 groupes de travail qui ont été mis en place. Et chaque groupe a mis en place un président, a choisi un président et un rapporteur. Et la tendance est de mettre ensemble ceux-là qui ont dirigé ces groupes et qui ont fait les rapports de ces groupes pour constituer un comité de suivi qui va donc suivre la mise en place des recommandations. Alors, c'est bien beau ces recommandations, Dr Mali. Alors, qu'est-ce que vous envisagez pour imposer, on va dire, la mise en œuvre de ces recommandations? Changer le Malien, par exemple, c'est pas évident. Ça passe par l'éducation aux valeurs. Ça passe par la formation. Ça passe par la professionnalisation et autant donc d'outils et de moyens qui doivent être réfléchis pour atteindre ces objectifs-là. 2025, une année dédiée, année de la culture, ça devrait ressembler à quoi? Qu'est-ce que cela vous inspire? Un grand espoir. Un grand espoir qui découle d'une volonté politique forte et qui met en place effectivement des acteurs pour pouvoir booster le secteur. Et je pense que l'année 2025, année de la culture, est vraiment un grand espoir pour tous les acteurs du secteur, parce qu'il n'y a pas d'acteur qui n'a pas derrière lui une famille, beaucoup de personnes à nourrir. Que ça soit mais ça devrait ressembler à quoi? Du folklore, chanter, non, danser? Non, pas du tout, voilà. Pas du tout. Non, merci. Il y a d'abord la réflexion en amont. Ce document que vous voyez est un fruit de la réflexion. Parce qu'il faut continuer la réflexion. La culture n'est pas que du folklore ou de l'amusement, si vous pouvez me permettre, mais il s'agit d'aboutir à un grand programme infrastructurel pour donc doter le pays en infrastructures culturelles, donc des acteurs formés, des acteurs conscients de leur rôle de création, de création, pour pouvoir montrer une image du pays et puis participer au développement du pays. Nous aurions bien aimé poursuivre ce bel échange avec vous, Dr Mali. Alors, quel message particulier avez-vous à lancer aujourd'hui pour le monde culturel en deux mots? Tous les acteurs de la culture, de l'artisanat et du tourisme et tous les Maliens d'une façon générale sont invités à prendre part à ce grand programme de refondation, de faire en sorte que le Mali retrouve une identité souveraine, une identité où chacun se dit je suis malien et j'assume ma malianité. Très bien. Docteur Mali, je rappelle que vous êtes docteur Salia Mali, coordinateur des États généraux de la culture de l'artisanat
et du tourisme. Nous étions très heureux de vous recevoir dans ce studio. Merci beaucoup. Merci d'être passé par là. Le reste de l'actualité nationale avec cette thématique, dialogue entre tradition et modernité, santé, culture, environnement et architecture au service du développement. Thème de la 10e édition du festival Ogobanya, prévu du 27 janvier au 2 février prochain. Au programme, plusieurs activités comme l'érection de stands abritant plusieurs objets, des conférences débats, des parades de masques ou encore des luttes traditionnelles et des courses de pirogues. On en sait davantage avec Tiemoko Konaté. Le pays d'Ogon, bientôt de retour à la place cinquantenaire sur les berges du fleuve Niger. L'événement qui se tient du 27 janvier au 2 février s'appelle le Festival Ogobanya 10e édition. Une semaine donc pour revisiter la riche culture malienne dans toute sa splendeur. Le programme concocté pour la circonstance fait une immersion dans un univers à la fois ludique et éducatif. Adegne Togo, président de la commission d'organisation du festival Ogobanya. Parade de masques, foire exposition pour les artisans, des soirées de cohésion sociale entre communautés, des tournois d'élite, des courses de pirogues, des concerts géants, des concerts avec des thématiques, des conférences, des dégustations, défilés de mode et l'animation d'espaces éducatifs spécialement cette année dédiés à nos enfants. Voilà qui justifie le choix du thème dialogue entre tradition et modernité, santé, culture, environnement et architecture au service du développement. Cette 10e édition intervient alors que 2025 a été décrétée année de la culture par le président de la transition, chef de l'État. D'où la motivation des initiateurs à faire de ce festival un événement plus que jamais fédérateur. Adegne Togo. Cette édition vise à faire la promotion de la culture du Mali comme foyer de conservation, de créativité avec un patrimoine matériel et immatériel inestimable qu'il incombe à nous tous de protéger, de transmettre et de renouveler. Comme invité d'honneur, le festival a porté cette année son dévolu sur la communauté Mamala. Mamala, une aire géographique dans la région de Koutiala, abritant des centaines de villages. Cette autre communauté se propose d'émerveiller le public via des masques pour mériter la confiance en elle placée. Ladji Sara, président de l'Union culturelle Mamala. Donc l'honneur est fait à toute la communauté. Et avec la touche de l'invitation comme invité d'honneur, nous nous mobilisons à notre niveau et auprès de la commission d'organisation à laquelle nous sommes associés pour que la fête soit une réussite. Ainsi se présente le panorama de l'édition 2025 du Festival Ogobanya. Un événement de grande envergure qui fera vibrer les berges du fleuve Niger car mobilisant plus de 30 000 visiteurs. Actualité hors de nos frontières à présent, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a effectué hier samedi une visite d'État en Éthiopie. Un déplacement qui est un signe d'apaisement dans les relations diplomatiques entre les deux pays. Lassine Keita, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors les deux voisins désormais sur la voie du renforcement de la coopération en vue de la stabilisation de la région, n'est-ce pas? Cette visite du président somalien Hassan Sheikh Mohamud intervient un mois après l'accord trouvé par la Turquie pour mettre fin à une année de crise diplomatique sur fond de possible reconnaissance de l'indépendance de la région sécessionniste de Somalie, la Somaliland, par l'Éthiopie. Hier, le premier ministre éthiopien Abiy Mohamed et le président somalien Hassan Sheikh Mohamud ont affirmé leur respect pour la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de l'un et de l'autre. Ils ont aussi annoncé de futurs accords commerciaux. Ce déplacement du président somalien en Éthiopie augure de belles perspectives pour la stabilité de la région. D'ailleurs, hier soir, un communiqué conjoint a été publié dans ce sens par les deux pays, dans lequel communiqué on peut lire, je cite, la rencontre entre l'Éthiopie et la Somalie est la réaffirmation que la stabilité de la région requiert une forte coopération basée sur la confiance et le respect mutuel. Ce même communiqué annonce la reprise totale des relations diplomatiques et le retour du personnel respectif dans les deux capitales, ainsi qu'une coopération sécuritaire et économique renforcée. Fin de citation. Ibrahima Traoré. Dans un monde marqué par un contexte géopolitique marqué par des crises multiformes, l'Éthiopie et la Somalie enterrent la hache de guerre pour cheminer ensemble pour leur développement harmonieux. Merci beaucoup pour ces explications, Lassina Keita. Et le reste de l'actualité internationale en plus bref, c'est avec vous, Youssouf Diakité. Bonjour. Bonjour, Ibrahim Traoré. On note d'abord les premiers militaires français qui quittent le Tchad.
Effectivement, l'armée française vient de rétrocéder au Tchad son cas de détachement dans la ville d'Abéché. Les habitants de cette ville du nord du Tchad sont réputés depuis des années pour leur hostilité à la présence de la base française. Des manifestations pour réclamer le départ des troupes françaises ont souvent eu lieu dans la ville. Aux Comores, les électeurs sont appelés aux urnes pour le premier tour des législatives. Oui, un peu plus de 300 000 électeurs doivent désigner les 33 députés qui siégeront dans la nouvelle Assemblée des Comores ce dimanche 12 janvier. Alors qu'une partie de l'opposition a décidé de boycotter le scrutin, la Convention pour le renouveau des Comores, CRC, au pouvoir, va tenter de conserver sa majorité au Parlement. Un second tour est d'ailleurs prévu le 16 février en même temps que des élections communales. Et parlons de la plus vieille organisation politique du continent africain, l'ANC, qui vient de fêter ses 113 ans. Voilà, mais après une popularité sans partage sur l'Afrique du Sud depuis la fin de l'apartheid, le parti de Nelson Mandela a subi en mai dernier un revers électoral historique qui l'a contraint à composer un gouvernement d'union nationale. Une déconvenue sur laquelle le président Cyril Ramaphosa est longuement revenu hier dans un discours prononcé à l'occasion de cet anniversaire. Rappelons que l'ANC a vu le jour le 8 janvier 1912, soit 113 ans d'existence aujourd'hui. Et partons un peu plus loin, en Croatie, où Milanovic et Primorac s'affrontent au second tour de l'élection présidentielle. Effectivement, les bureaux de vote sont ouverts dans toute la Croatie à 7h ce dimanche. Les sondages suggèrent que le président sortant de gauche, Zoran Milanovic, qui critique ouvertement le soutien militaire occidental à l'Ukraine, l'emportera haut la main au second tour de la présidentielle croate. Lors du premier tour qui s'est tenu le 29 décembre, M. Milanovic a obtenu 49,7% des voix contre 7 autres candidats, soit un peu moins de la moitié des suffrages nécessaires pour s'assurer une victoire absolue. Et terminons ce tour d'horizon de l'actualité internationale par les États-Unis. Eh bien, parti depuis quelques jours, les incendies à Los Angeles ne sont toujours pas maîtrisés et continuent à progresser. Oui, tout à fait. Le dernier bilan s'élève à 16 morts et le feu qui a ravagé le quartier de Pacific Palisades continue de poser des problèmes aux pompiers. Le feu se déplace désormais un peu partout dans la ville. De nouveaux ordres d'évacuation ont été lancés, notamment pour le quartier de Brentwood, un quartier très peuplé. Ibrahim Traoré. Merci. Merci beaucoup Youssouf Diakité pour toutes ces informations à l'international. Place au journal des sports. Le journal des sports, une affaire de Famurou Djourté bien installée. Bonjour Famurou Djourté. Bonjour Ibrahim Traoré. Compétition interclub de la CAF en Ligue des Champions, le Djolibassy reçoit ce dimanche l'Espérance de Tunis au compte de la 5e journée de groupe. Alors, quels sont les enjeux de cette rencontre, Famurou? Eh bien, l'enjeu principal reste bien sûr la qualification pour les quarts de finale, même si le Djolibassy est loin de cet objectif pour le moment, avec 2 points pris sur 12 possibles. Les Rouges de Bamako n'ont pas trouvé le chemin des filets après 4 rencontres. Alors, cet après-midi, le Djolibassy doit impérativement marquer, mais pas que. Les Rouges doivent faire trembler le filet adverse au moins 4 fois sans en encaisser ou gagner avec 5 buts d'écart pour continuer à espérer que le miracle se réalise lors de l'ultime journée. Beaucoup de paramètres qui défavorisent le représentant malien en Ligue des Champions de la CAF. Je vous propose d'écouter l'entraîneur du Djolibassy, Demba Mamadou Traoré. Sur les 4 rencontres, on n'a pas marqué. On a envie de marquer. On a eu 2 défaites, on a eu 2 matchs nuls. Maintenant, on a aussi envie d'avoir des victoires dans cette compétition. Est-ce que le coach est optimiste? Toujours optimiste. Quand on joue un match de football, on est toujours optimiste. Sinon, dans le cas contraire, on reste à la maison. Voilà, seule la victoire comptera ce dimanche 12 janvier 2025, aussi bien pour l'Espérance du Tunis que pour le Djolibassy, bien que les 100 et or et les faveurs des pronostics. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 16h GMT par l'arbitre gabonais Pierre Ghislain. Une rencontre à suivre sur nos antennes télé et radio. Concernant l'autre affiche du groupe 2, c'est samedi. Pyramids d'Égypte est allé s'imposer 1-0 en Angola devant Sagrada Esperança pour la première fois de son histoire en 2 phases finale. Le club égyptien se qualifie pour la phase à élimination directe de la compétition. Il ne reste donc plus qu'un ticket à empocher dans le groupe D, un billet pour 3 protagonistes, l'Espérance de Tunis,
Sagarda Esperança d'Angola et le Djoloba Athletic Club de Bamako. Alors, mais Famoro, dites-nous comment ça se présente dans les autres groupes. Eh bien, dans le groupe A, Al Hilal du Soudan, 10 points, affronte ce dimanche Young Africans de Tanzanie qui compte 4 points. L'international malien Djigui Diarra et les siens doivent impérativement gagner pour rester dans la course à la qualification. Toujours dans ce groupe, en ouverture, vendredi, Mouloudia Club d'Alger a battu 1-0 le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo. Le club congolais est officiellement éliminé de la compétition. Les rencontres du groupe C se sont jouées hier samedi. Les Phares de Rabat et le Raja Casablanca ont partagé les points, un but partout. Avec ce nul, les militaires marocains se qualifient pour le tour suivant, tandis que la dernière journée sera décisive pour les Rajaouis qui doivent impérativement battre Maniama Union de la RDC et espérer une défaite du Mamelodi Sundowns face aux militaires, puisque Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud en déplacement a gagné 2-1 ce samedi également contre Maniama Union. Dans le groupe C, Orlando Pirates, leader du groupe, peut valider son billet en cas de victoire contre CR Belouizdad ce dimanche. Hier samedi, à la Ligue d'Égypte, 3e, qui devait battre Stade d'Abidjan pour éviter une sortie précoce, a fait le job en venant à bout du club ivoirien par 3-1. Une victoire ou un match nul d'Orlando Pirates contre CR Belouizdad cet après-midi qualifie le tenant du titre à la Ligue avant même la dernière journée. Alors, dans l'autre compétition des clubs de la CAF, le représentant malien, le Stade malien de Bamako, est en déplacement périlleux en Afrique du Sud. Oui, les Blancs de Bamako qui avaient gagné à l'aller 2-0 ici au stade du 26 mars sont 3e désormais avec 4 points dans le groupe B, derrière le club sud-africain Stellenbosch FC qui occupe la deuxième place avec 6 points. La rencontre se joue en ce moment, elle a démarré à 13h GMT. Alors après donc 32 minutes de jeu, Stellenbosch vient d'ouvrir le score à l'instant même, donc sur penalty, 1-0 en faveur du club sud-africain, un but marqué à la 30e minute. Le match se joue en ce moment, on est à la 31e minute. Alors, l'autre match du groupe a également débuté à 13h et c'est la Renaissance sportive Berkane du Maroc qui est en déplacement chez CD Lunda Soula. La Renaissance sportive est déjà qualifiée pour les quarts de finale avec un bilan sans tâche de 12 points. Le club angolais CD Lunda Soula avec un seul point est hors course. J'y arrive. La lutte pour la deuxième place qualificative se joue donc entre Stellenbosch 6 points et le Stade malien de Bamako 4 points. Pour le moment, ça se présente très mal pour le représentant malien qui est mené après 32 minutes de jeu par 1-0. Très bien. Et donnez-nous à présent les situations dans les autres poules, Famrou. Dans le groupe A, CS Constantine d'Algérie, qui est à 2 doigts de se qualifier en quart de finale, accueille 16 Sfaxiens de Tunisie dans un derby nord-africain à 16h. Le club algérien CS Constantine est en tête du groupe avec 9 points, tandis que le club tunisien, le CS Sfaxien, sans victoire et 100 points, est déjà éliminé. Une victoire ou un match nul pour Constantine couplé à un résultat favorable dans le match entre Bravos Domakis d'Angola et Simba Sporting Club de Tanzanie, qui se jouera au même moment, pourrait confirmer sa qualification pour la phase à élimination directe. Simba Sporting Club de Tanzanie est à égalité de points avec Constantine, mais à la traîne à la différence de but. Dans le groupe C, l'USM Alger affronte actuellement les Botswanais d'Orapa United avec pour objectif de consolider son avance dans un groupe serré. Après 32 minutes de jeu, l'USM Alger mène par 1-0 contre Orapa United. L'USM Alger compte 8 points avant cette 5e journée, suivi de près par l'ASEC Mimosa et le Jaraf de Dakar, tous deux à 5 points chacun. À 16h, l'ASEC rend visite au Sénégalais du Jaraf dans un match qui pourrait déterminer le classement final du groupe. Enfin, dans le groupe D, le Zamalek du Caire, champion en titre, reçoit à 16h au Caire les Black Bulls du Mozambique avec pour objectif de décrocher sa place en quart de finale avec 8 points. Le Zamalek est en tête du groupe, suivi d'Al-Masri 5 points. Ce dernier affrontera également à 16h les Nigérians d'Enimba qui sont à égalité de points avec Black Bulls. Deux rencontres cruciales pour déterminer les qualifiés du groupe. Alors, hors du continent, le Real Madrid et le FC Barcelone. Le FC Barcelone se rencontrent pour la 2e fois de la saison ce dimanche dans le cadre de la Supercoupe
d'Espagne. Ah oui, les amoureux du football vont pouvoir passer un agréable dimanche avec un autre classico. Le FC Barcelone et Real Madrid vont s'affronter cette fois-ci en finale de la Super Coupe qui se joue en Arabie Saoudite, à Jeddah précisément, 2 mois et demi après l'humiliation subie à domicile face au FC Barcelone 4-0 en Liga. Le Real Madrid retrouve son plus grand rival ce dimanche, déjà vainqueur de 2 trophées cette saison, la Super Coupe d'Europe en août contre l'Atalanta Bergame, puis la Coupe intercontinentale en décembre contre le club mexicain Pachuca. Les merengues pourraient réaliser la passe de 3 face à un adversaire qui n'a remporté qu'un seul de ses 7 derniers matchs domestiques avant la trêve. Alors au stade du roi Abdallah de Jeddah en Arabie Saoudite, le Barça pourra compter sur son ailier Lamine Yamal de retour de blessure en ce début d'année 2025 et buteur en demi-finale contre l'Athletic Bilbao 2-0 mercredi. De son côté, malgré un Kylian Mbappé de nouveau muet, le Real Madrid s'est défait de Mallorca 3-0 en demi-finale jeudi afin de se donner une chance de prendre sa revanche après la débâcle de Bernabeu. La finale de la Super Coupe d'Espagne se jouera ce soir à partir de 19h, temps universel. Terminons avec la Ligue 1 professionnelle de football du Mali. Le leader Chiteux, hier samedi, c'était à l'occasion de la 7e journée qui a pris fin avec un nouveau podium. Oui, l'USFAS est venu à bout du leader l'US Bougouba par 2-1. Zakaria Sidibé 17e minute et Yaya F. Sissoko 35e minute ont marqué pour les militaires. Sekou Salah Djebkile a réduit le score pour Bougouba à la 72e minute. Afrique Football Elite AFE a aussi réalisé une bonne opération en battant l'US Bougouni 2-0 avec un doublé de Cléimé Kone, ancien joueur du Stade malien de Bamako, au 47e et 65e minute. Le duel des promis n'a pas connu de vainqueur. Les étoiles du Mandé, le FC Diarra se sont neutralisés 0-0 en ouverture de la 7e journée vendredi. L'AS Real de Bamako et l'AS Bakarijan de Baraouli n'ont pas pu se départager 0-0. L'AS Police a dominé Binga FC 1-0. Les matchs Djoluba AC, AS Korofina et Stade malien de Bamako 11 cratères ont été reportés en raison de la 5e journée des rencontres du groupe des compétitions africaines des clubs ce week-end. Au terme donc de la 7e journée de la Ligue 1 professionnelle de football du Mali, le classement provisoire nous offre un nouveau podium. L'US Bougouba occupe toujours la tête avec 14 points, mais elle est désormais suivie par l'USFAS, 2e 11 points et 11 créateurs, 3e 10 points. Le trio du bas du classement est occupé par l'US Bougouni, 12e 5 points, le Stade malien de Bamako, 13e 4 points, mais avec 5 matchs à moins, et les étoiles du Mandé, 14e et à la dernière place avec 4 points. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, juste pour rappeler que la mi-temps approche, au niveau de l'Afrique du Sud. Le Stade malien de Bamako est toujours mené après 38 minutes de jeu par 1-0 chez Stellenbosch FC. Je rappelle que le Stade malien participe donc à l'autre compétition des clubs de la CAF. Et ça se passe en Afrique du Sud. Et en cas de défaite, c'est l'élimination directe assurée. D'accord. Merci pour toutes ces précisions dans l'actualité des sports. Famourou Djourté, à dimanche prochain, Inch'Allah. Inch'Allah. Focus Santé. La chronique santé s'intéresse ce dimanche à ce que l'on appelle les 4 grossesses de trop. Elles sont à la base de l'augmentation du taux de la mortalité maternelle et néonatale au Mali. L'année dernière, par exemple, l'Office national de la santé et de la reproduction, ONASER, a enregistré plus de 600 décès maternels et plus de 7400 nouveau-nés décédés. Focus Santé, une réalisation de Combat Cissé. Les grossesses rapprochées, retardées, fréquentes et précoces sont appelées dans le milieu sanitaire les 4 grossesses de trop ou encore les 4 trop. Silimana Fanta Koulibaly, gynécologue. Quand la grossesse survient précocement, c'est un problème, c'est-à-dire chez les adolescents de 15 ans, 16 ans jusqu'à 17 ans, ça trouve que l'organisme de la petite adolescente n'est pas encore mature pour pouvoir abriter le fœtus. Donc ça peut poser le problème. Les grossesses trop fréquentes, nos mamans qui ont eu à faire une dizaine de grossesses et même 12, il y en a qui sont allés jusqu'à 15 grossesses. Et ça fragilise l'utérus, ça fragilise l'organisme maternel. Grossesse rapprochée, la première grossesse est survenue et la deuxième, moins d'1 an, la deuxième aussi est survenue. Donc ça pose problème. La grossesse trop tardive, ça veut dire les femmes qui, à partir de 35 ans au-delà jusqu'à 40 ans, qui font leur première grossesse. Et ça trouve vraiment que ça pose un sérieux problème hormonal pour pouvoir nourrir la grossesse. Selon les constats, les complications liées à ces grossesses de trop sont très élevées.
Elles provoquent des maladies, jouent sur la croissance du nouveau-né et sont également impliquées dans l'augmentation du taux de la mortalité maternelle et néonatale. Les femmes peuvent avoir des maladies telles que au moment de l'accouchement, des déchirures, il peut y avoir des fistules obstétricales, on peut avoir aussi des problèmes, surtout au niveau de l'accouchement, des ruptures utérines. Et souvent, les médecins sont amenés à enlever même l'utérus de certaines femmes qui sont vraiment jeunes parce que l'utérus est délabré et ces femmes ne pourront plus avoir d'enfants. Donc pour le nouveau-né, on a un problème de retard de croissance. Cet enfant peut naître avec des petits poids de naissance, vraiment d'intelligence, des problèmes de quotient intellectuel bas et de débilité mentale. Par rapport à la mortalité, nous avons vraiment une mortalité élevée liée à ces grossesses. En 2024 seulement, l'ONASR avec le ministère de la Santé, nous avons déchiffré 710 décès maternels. Et pour les décès de nouveau-nés, nous sommes à 7456. L'une des stratégies de lutte contre les grossesses multiples, rapprochées et précoces est la planification familiale. La solution, c'est de planifier les grossesses. C'est vraiment l'occasion donnée à la femme et à la famille de choisir le moment où il veut avoir les enfants. Nous avons d'autres stratégies, c'est-à-dire c'est l'utilisation des services de santé. Quand les femmes sont enceintes, même si la grossesse est de trop, et parmi les 4 trop, il faut que la femme fréquente les structures de santé pour faire sa consultation prénatale. Un problème connu est à moitié résolu, dit-on. Toute femme qui se sent concernée par l'une de ces grossesses de trop doit donc prendre des précautions pour éviter tout risque sanitaire affectant elle-même ainsi que le futur bébé. Focus Santé. 13h41 sur nos antennes. C'est ce numéro de Focus Santé qui met fin à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec à la coordination éditoriale Ousmane Daou et Bourama Traoré. À la réalisation, Lassina Keita qui sera là juste après moi pour la rétrospective de l'actualité de la semaine. Un grand merci à Amadissou et à Mohamed Cheikh Abdul Aziz, Mohamed Koulibaly, pour la mise en ligne de cette édition avec à la mise en onde de Bintou Traoré. Prochain cap des infos sur l'ensemble du réseau synchronisé de Radio Mali tout à l'heure à 19h30 pour la grande édition du soir. D'ici là, je vous souhaite de passer de très bons moments de radio en notre compagnie et très bon dimanche à toutes et à tous. Au revoir.